Salut à tous, j'espère que ça va. Troisième vidéo sur l'Australie. La première c'était sur les problèmes écologiques que rencontre l'Australie. J'en ai fait une deuxième sur l'eucalyptus. La troisième, elle va être assez rapide aussi. Je vais reprendre certaines images qui ont été très largement diffusées un petit peu partout sur l'Australie. On va les analyser pour donner un peu d'autres informations, une autre vision de ces images. Et la quatrième vidéo, on passera sur ce qui nous intéresse un petit peu plus, la situation météorologique en Australie. Donc simplement, avant de commencer, je vais revenir sur deux trois images qui étaient dans la première vidéo sur la situation écologique en Australie, parce que j'ai fait un montage un petit peu foireux dessus, je m'en suis aperçu après coup. Avant de réanalyser les images sur l'Australie, je reviens un petit peu par rapport à la première vidéo sur l'Australie. J'ai fait un mauvais découpage, donc c'était pas très clair. Voilà, donc il y avait trois images vers la 17e minute. Donc une de ces trois images, c'était celle-là. On voit en 2020, des villes majeures d'Europe seront envahies par l'océan. L'Angleterre s'abîmera dans un climat sibérien, etc. Ça, c'est un article qui a été publié en 2004, en février, par The Guardian. Autre image que j'avais mal découpée. Article Le Monde qui dit que la banquise arctique pourrait ou aurait dû complètement disparaître d'ici à 4 ans. Donc entre 2015 et 2016, puisque l'article date de 2012. Voilà. Ici, la situation de la banquise en 2019. Le 26 décembre 2019. Voilà, la dernière image qui était mal coupée, puisqu'on n'en est plus à une contradiction prête dans le terrorisme climatique. Toujours Le Monde, en Antarctique, maintenant, on nous dit, un an plus tard, que le réchauffement provoque une extension de la banquise. Pourquoi pas? D'où s'issue, blablabla, de la fonte des langues de glace accumulant une couche plus froide dans la surface des eaux, favorisant la formation de glace de mer. Selon, donc, encore une fois, une autre source, le 31 mars 2013. Voilà, on peut enchaîner avec les images sur l'Australie, la réanalyse de ces images. Voici la première image de l'Australie que j'ai récupérée sur Internet, qui a été largement distribuée à travers les réseaux et les médias. Donc on y voit une image rougeoyante d'une carte de l'Australie, très largement relayée à travers les réseaux. On aperçoit l'Australie tachetée de points rouges, qui sont censés représenter différents feux. Voilà, un petit peu ce que ça donne cette carte. Donc ce n'est pas une photo satellite, c'est une image qui tente de compiler l'ensemble des feux qui sont recensés depuis le 5 décembre. Cette image, elle a été publiée par Anthony Hearsay, qui est un photographe et qui travaille à Brisbane. Elle est devenue virale et lui-même a affirmé que l'échelle, donc sous-entendu la pixelisation, je pense qu'on voit bien un petit peu les pixels sur la carte, la pixelisation de ces taches rouges était, je cite, un petit peu exagérée. On a aussi cette image qui est très largement distribuée ou visualisée à travers pareil, tous les réseaux, les médias. Donc la photo de cette jeune fille avec un koala dans ses bras et le feu en arrière-plan, comme on le voit sur le cliché. Donc cette photo, en fait, c'est une composition de plusieurs images. En faisant une recherche d'images inversées, en utilisant des outils techniques comme Forensically, on la retrouve sur le compte Instagram d'une internaute qui a effectué d'ailleurs une mise à jour de sa publication. Elle précise qu'il s'agit d'un montage avec Photoshop. Donc je me suis amusé à la ajouter comme amie, cette demoiselle. Voilà, voilà, on voit pas bien, la dame qui a effectué ce montage, qui s'appelle THUIE, vous pouvez l'ajouter si vous voulez, son compte est ouvert en plus sur Instagram. Alors, lorsque je l'ai ajouté sur Instagram, j'ai eu la surprise d'avoir une de ses publications d'ailleurs de cette image. Donc Madame Thui, sur sa story, elle précise elle-même, cette photo est photoshopée. Voilà, c'est une artiste. Voilà un petit peu la réalité et la vérité sur toutes ces photos détournées. La photo du koala qui est reprise dans son montage, elle est disponible sur ce site ucl.ac.uk. Vous y rajoutez Australie. Koala, à la fin, vous allez sur Google Images et hop, le voici incrusté dans le cliché de la fameuse Instagrammeuse. Alors, d'un côté, on nous terrorise avec l'écologie pour nous dire c'est pas bien, sous couvert de terrorisme
climatique, hein, pour mettre en avant l'histoire du CO2. CO2, je rappelle qu'il n'est absolument pas un polluant. Je ferai une vidéo où j'en parlerai plus largement, où j'expliquerai en quoi c'est même par rapport à l'effet de serre, c'est un peu fantasmé, même totalement. Mais un petit peu avant, on nous disait manger du kangourou pour sauver la planète. Les scientifiques recommandent que le kangourou devienne un aliment de base des Australiens. Encore une fois, à cause de son prolifération, plus de 2 millions d'individus sur le territoire. On a vu aussi très largement diffusé un cliché, alors sur chameau ou dromadaire, peu importe, qui disait qu'ils devaient les abattre par rapport aux incendies, par rapport au fait qu'ils allaient chercher de l'eau proche des habitations et que c'était une catastrophe écologique. Sauf que ce qu'on ne nous dit pas, c'est que le chameau, le dromadaire d'Australie qui a été importé, donc qui n'est pas une espèce native de l'Australie, c'est une des espèces animales qui a le plus proliféré en Australie. Ça serait le pays qui en comporterait le plus et ça pose des problèmes écologiques au final. Je vous ai pris quelques images que j'ai trouvées ça et là. Comme vous l'aurez compris, je ne suis pas un grand fervent des médias, surtout des médias français qui ont une politique de terrorisme climatique particulièrement virulente, très exacerbée ici. On nous vend toujours les choses sous un seul angle, on nous parle toujours des choses sous un seul angle, comme quoi il n'y a pas de discussion possible. Il est avéré qu'il y a de toute façon un réchauffement climatique. On ne peut pas en discuter sur ce point-là et qu'il va être aussi catastrophique ou qu'il est catastrophique. Il n'y a pas de discussion possible. Donc on a vu qu'entre ce qui est dit et ce qui se passe, il y a un fort décalage déjà. C'est la même chose avec d'autres institutions comme le GIEC. On voit qu'à travers les premières projections qu'ils ont fait émises et la réalité, il y a un décalage qui est énorme. Alors, pour l'instant, ça n'explose peut-être pas à la figure des gens, mais on voit quand même que petit à petit, au sein d'une partie de la population, même si on va la décrédibiliser, hein, certains ont une autre réflexion et commencent à se poser des questions. Alors on va les accuser de fous, de climato-sceptiques, de climato-négationnistes, mais le doute s'immisce, hein, ça se voit dans les discussions sur les réseaux, en dessous des médias. En fait, les gens ne sont pas dupes. On voit bien qu'un consensus aussi fort en science, normalement, ça ne doit pas exister. Et de toute façon, il n'y a pas de consensus, hein, contrairement à ce qu'on nous fait croire. Il n'y a qu'à voir les différentes pétitions qui sont lancées par certains scientifiques. Je pense notamment au manifeste de l'Oregon. Il n'y a qu'à voir de quelle manière on va définir un spécialiste en climatologie. Ça n'existe pas vraiment. On va être obligé d'aller chercher un météorologue, un physicien ou un géologue. On va le financer pour qu'il donne la bonne parole, et s'il s'éloigne de la bonne messe, comme certains le font, eh ben, on va le mettre de côté, on va le limoger. Je pense notamment à Peter Reid, spécialiste des coraux, Madame Suzanne Crawford, spécialiste des ours polaires. Ils ont fait l'erreur, je sais pas si on peut parler d'erreur, mais ils ont expliqué que tout n'allait pas si mal que ça, donc ils ont été mis de côté. Alors elle, c'était, je crois, pour la convention sur l'énergie et le climat, je crois que c'était de Stockholm, c'était assez récemment. Mais en fait, il y a bien une utilité à la transition, pour servir à la transition écologique, de faire du catastrophisme. C'est une transition finalement pas écologique, mais économique, parce que l'argent, il va aux industries et les histoires de taxes. Alors, par exemple, il y a un petit article qui vient de sortir, on nous dit que l'Europe va injecter 1000 milliards d'euros pour la transition écologique. Vous savez, bien sûr, qui c'est qui va payer, hein. Alors, on nous parle, pour revenir à l'Australie, on nous parle de 500 millions d'animaux morts, 1 milliard, 1 million de milliards, de moustiques, je sais pas, de kangourous, de koalas. Alors, il faut savoir que le kangourou, qui est un symbole national de l'Australie, l'emblème national étant, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, l'eucalyptus, les autorités au niveau kangourou estiment sa population entre 30 et 60 millions d'individus, ce qui pose différents problèmes sur tout ce qui est culture, ce qui est accidentogène. Et ça sème la discorde finalement entre les défenseurs de la nature, les automobilistes, les chasseurs, les agriculteurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit aussi, et les écologistes. Vous avez divers programmes de stérilisation en Australie qui ont été entrepris ces dernières années afin de lutter contre la surpopulation des koalas, ce qu'on appelle la gestion de la surpopulation. Donc ces informations, on peut les vérifier sur naturalsource.gov.au. Je vais vous présenter un petit document. Voici un document donc, australien, hein, source du gouvernement australien, hein, sa.gov.au, hein, naturalsource.sa.gov.au. C'est un programme pour limiter la prolifération du koala, hein,
Donc, encore une fois, quand on nous sort des chiffres, au début c'était 500 millions, après 1 milliard, après 1 million de milliards, puis 1 milliard de milliards, où on compte les insectes, les bactéries, avec des études bidons qui sont censées reprendre la biodiversité au centimètre carré en Australie pour nous accabler, pour nous faire passer des futures réformes, des futurs projets de transition écologique, qui est tout, je le rappelle encore une fois, sauf écologique, qui est juste une transition économique. Hein. Donc voilà la réalité. C'était le projet KL, projet de gestion pour limiter sa prolifération. Donc il faudrait que le discours soit un petit peu à sens unique et pas que d'un côté on nous explique qu'il faut le contenir et de notre côté, vous voyez, c'est une catastrophe, il va disparaître. C'est quand même assez intéressant de noter le différentiel émotionnel entre ce qui se passe effectivement en Australie au niveau du gouvernement australien qui a un programme de régulation de la population du koala parce qu'il est considéré comme nuisible, tellement sa densité de population, tellement les effectifs de koala sont nombreux, et ce qu'on essaie de nous faire croire dans la sphère médiatique ici, là, comme quoi c'est une catastrophe écologique, la disparition du koala, alors que finalement on a clairement une surpopulation. Donc ce programme du gouvernement australien, c'est DKL, Koala Management Program is aiming to reduce koala density to a sustainable level to conserve vegetation. Donc réguler la population de koala pour la nature hein, finalement. Ils vont rajouter à ça la chasse massive des koalas au XXe siècle pour la fourrure des koalas. Ces koalas finalement qu'on a martyrisé en Australie, puis qui prolifèrent, et maintenant on nous explique que c'est une catastrophe écologique, alors qu'effectivement que ça arrange une partie de la population australienne, et on retire un avantage de ces feux hein, pour nous faire croire que c'est une catastrophe écologique. Alors c'est une catastrophe entre parenthèses, hein, de toute façon la destruction de forêts, mais ça fait partie de l'environnement australien, comme je vous l'ai expliqué dans la première vidéo. Il y en a déjà eu des plus virulents, ce genre de feu. C'était dans les années 74-75. C'était même sans comparatif possible au niveau de la surface d'hectares qui avait brûlé à l'époque. Ça, on le met un peu de côté, mais l'idée, c'est toujours de faire du catastrophisme, même si je répète souvent les mêmes choses. Mais c'est important d'éveiller la conscience là-dessus pour savoir qu'à travers ça, on nous fait passer une transition écologique, ce qui nous permet d'aller farfouiller dans d'autres pays pour tout ce qui est géopolitique de la transition écologique, donc transition économique finalement, le cobalt, le lithium, les extractions de lithium qui vont polluer aussi certains pays et qui vont distribuer les cartes de la géopolitique. Donc rien du tout à voir avec une transition finalement vraiment écologique, hein. C'est juste une histoire de ressources financières, de l'argent à se faire, c'est formidable avec cette peur des gens, toutes ces taxes qu'on peut générer de manière légitime finalement, les légitimement à travers la peur. Donc je sais pas si vous avez vu, la nouvelle taxe qui va arriver, ça va être par rapport aux avions, hein. Et aussi en électricité maintenant, vous avez par rapport à cette histoire de CO2, on vous fait payer d'une certaine manière en disant c'est pour l'énergie verte, c'est marqué en dessous de votre facture EDF. Tout ça pour cette histoire de CO2 qui, je le rappelle, n'est pas un polluant. Le CO2 qui n'est pas un polluant, c'est au contraire un des éléments constitutifs indispensables de la vie sur la planète, que ce soit végétale ou animale. Son augmentation est associée à un reverdissement de la planète et à un accroissement du tissu végétal. Actuellement, on en est à 410 particules par million au niveau du CO2. Ça constitue 0,04% des gaz compris dans l'atmosphère. Il y a 150 ans, on en était à environ 0,03%, 310 particules par million. Au cours des temps géologiques sur la planète, on est monté jusqu'à plus de 5000 particules par million. On en est bien sûr très très loin. Actuellement, c'est plutôt assez infime en ce moment. Donc il faut savoir que quand on regarde un petit peu l'évolution de la climatologie sur la planète, faire une corrélation entre le CO2, la baisse ou l'augmentation des températures à travers le temps, c'est un petit peu hasardeux. On n'y trouve d'ailleurs pas de corrélation. Le climat est lié à 99,9% à l'état de forme du Soleil, dans quel cycle il rentre, de l'orbite de la planète, de l'inclinaison de la planète qui varie de manière cyclique. Ça s'explique très bien à travers son ellipse et la précession des équinoxes. Vous pouvez rajouter une infime partie aussi au niveau de la géothermie. Vous avez Patrick Moore
qui a quitté Greenpeace parce qu'il a été un petit peu déçu de l'évolution qu'a pris cette institution. Lui, ce qu'il a dit au niveau CO2, il a juste dit que c'était un petit peu étrange de considérer le CO2 comme l'agent actuellement le plus puissant de l'univers sur le climat, alors qu'il ne représente que 0,04% des gaz de l'atmosphère. Et que la main de l'homme dans ces 0,04%, donc 410 particules par million, elle est évaluable aux alentours de 15-20%. Vous avez aussi monsieur Jean-Marc Bonamy qui dénonce les procédés du GIEC. C'est un ingénieur expert en climatologie. Il affirme l'absence de relation entre le CO2 et la température terrestre. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin avec le CO2. Je vais finir avec monsieur Dr Roy Spencer, qui est météorologue de l'université d'Alabama, qui a dirigé différents experts et équipes de scientifiques. Il dit que si on doit parler, lui, de manière factuelle, si on doit mettre chaque chose à sa place, le CO2 au niveau des flux énergétiques, c'est 1/250e, donc quelque chose de faible, d'insignifiant. Et pour finir, je vous rappelle que le CO2, sa bande d'absorption est 9 fois moins efficace à molécule égale que la vapeur d'eau, et qu'en plus le spectre d'absorption de la vapeur d'eau, elle contient la plupart du spectre d'absorption du CO2. Elle recouvre, donc elle rend inefficace finalement la bande d'absorption, le spectre d'absorption du CO2. Sachez aussi que la période la plus chaude de notre ère interglaciaire, qui est finalement assez récente au niveau des temps géologiques, c'était il y a environ 5000 ans. Donc il n'y avait pas de CO2, en tout cas par les activités humaines, CO2 d'origine anthropologique. C'est ce qu'on appelle la période d'âge de bronze des grandes civilisations, une véritable période d'or de la civilisation humaine. Pas vraiment de raison finalement d'avoir peur qu'il fasse un petit peu meilleur l'hiver si jamais le réchauffement climatique est avéré sur le long terme. Je vous rappelle aussi les chiffres avant de conclure. On est entre 0,6 et 0,8 degrés, donc pas loin d'1 degré de plus d'augmentation sur la surface du globe par rapport à l'ère pré-industrielle. Donc c'est un chiffre qui est bien sûr contestable, parce qu'en soi il ne veut pas dire grand-chose. Et les météorologues eux-mêmes le reconnaissent. Prendre des données sur un maillage de stations qui était beaucoup moins important il y a quelques dizaines d'années par rapport à l'heure actuelle, et des stations qui ont évolué avec le temps, et les environnements aussi des stations qui ont évolué avec le temps, qui sont devenus périurbains, puis urbains, ce qui a une influence qui va jouer un petit peu sur les températures minimales et donc influencer les températures moyennes. Et tout ça, c'est largement critiquable. Sans compter que le maillage aussi des océans, enfin, en tout cas les relevés de température des océans, il n'a pas pu être rigoureux. Avant les années 70, il est toujours d'ailleurs discutable, il est effectué par satellite, par relevé satellitaire. La prochaine vidéo, on va parler du dipôle de l'océan Indien, donc la situation météorologique, on expliquera la situation météorologique en Australie. Salut!